activité est vraiment attestée dans la première moitié du XVe siècle, lorsque l'abbé Claude Parret albergea l'alpage de la Bouchasse pour y extraire du minerai. Puis en 1483, lors d'une transaction concernant de nouveau l'extraction minière à la Bouchasse. En 1533, l'abbé Étienne Gicquel albergea la Bouchasse à Humbert de la Croix, toujours en vue d'une exploitation minière. En 1577, c'est aux deux frères Hector-Jean et Jean-Louis de Chevron-Villette qu'elle fut albergée par l'abbé Pierre de Beaufort, toujours à des fins d'exploitation minière. Au XVIe siècle, Tamier avait une production métallurgique qui devait bénéficier d'une certaine renommée, comme l'atteste l'achat de fer par l'abbaye cistercienne de Morimondo. Ce monastère milanais aurait certainement pu trouver un fournisseur plus proche pour éviter la difficile traversée des Alpes et le transport de ce lourd chargement sur une aussi longue distance. Le 29 août 1556, les chariots qui s'en étaient allés chercher le métal à Tamier étaient de retour sans encombre. Dès le lendemain, Morimondo pouvait commencer la réalisation des ferrures destinées aux fenêtres de son nouveau palais abbatial. Le minerai travaillé à Tamier était de la limonite, oxyde de fer que l'on trouvait à la Bouchasse dans les fissures de la roche calcaire au pied d'une barre rocheuse. 6 ouvertures d'exploitation ont été identifiées, ainsi qu'une galerie et un chantier où le minerai était séparé de sa gangue rocheuse. Non loin de là, au bois du Vargne, l'exploitation du minerai s'est faite dans des fosses à ciel ouvert. L'une d'elles se présentait sous la forme d'une tranchée de près de 15 mètres de longueur et elle a dû servir à la transformation du minerai car elle est bordée d'un côté par 2 bâtiments dont ne subsiste aujourd'hui que la base des murs. Au nord-est de la Bouchasse, le nom du lieu dit Prat Fourrier garde le souvenir évidemment d'un four. En dessous, le bois des Charbonnières rappelle par sa dénomination l'origine du charbon de bois utilisé dans ce four. Initialement, le minerai était traité dans un bas-foyer, c'est-à-dire un simple trou dans le sol rempli de charbon de bois et de minerai. Le feu était attisé avec un soufflet. Au bout de 10 heures environ, on en retirait une loupe incandescente, grossier mélange de fer et de scorie. Le bas-fourneau, perfectionnement de ce système, permit une plus grande efficacité en atteignant des températures de 1000 à 1200 degrés. Au XVIIe siècle, sous l'abbatiat de don François-Nicolas de Ried, la métallurgie connut un nouvel essor à Tamier. Alors, il faut dire qu'à la Bouchasse, l'exploitation du fer s'était révélée décevante et avait été abandonnée. Un homme d'affaires annécien, Claude Audet, voulut reprendre la prospection. Originaire de Modane, il avait été reçu bourgeois d'Annecy le 9 mars 1628. Il tenait une épicerie rue Filatrie où il ne vendait pas que des épices et autres produits exotiques, mais également des draps romains et des serges de Genève. Cette activité était relayée par tout un réseau d'agents commerciaux. En 1635, il avait acheté à Cran, sur le Thioux, 3 moulins et un battoir qui était abandonné depuis la peste de 1629, laquelle n'avait laissé que 2 survivants dans la localité. Il avait fait réparer ces installations et les avait complétées par la construction d'un battoir à chanvre
avant d'affermer le tout. À Cran encore, il avait fait aussi l'acquisition d'un martinet qu'il affermait à 2 couteliers. En 1641, il racheta au frère Barfeli la concession d'une mine de fer dans le Semnoz sur le territoire de Sevrier. Et là, il fit construire un grand fourneau. Il y faisait fondre le minerai en utilisant comme combustible du charbon de bois provenant de la Combe d'Ire. Le 5 juillet 1641, Don François-Nicolas de Ride lui albergea l'autorisation de rechercher du minerai de fer, du minerai de plomb et du minerai de cuivre à la Bouchasse. Moyennant un droit d'introge de 12 ducatons, il lui albergea aussi les droits d'eau sur le Bar, depuis la meule de Nicolas Gay jusqu'au bief du moulin de Sous-les-Roches, pour y construire en un seul bâtiment un grand fourneau et un martinet avec une habitation. Enfin, il lui albergea le droit de pouvoir couper tout le bois nécessaire à son entreprise, depuis les charbonnières jusqu'au plan du Tour. Pour les coupes de bois, la redevance annuelle fut fixée à 18 ducatons, monnaie de Savoie. Pour la recherche minière, la redevance devait être calculée en fonction des coulées de métal qui se feraient. Mais devant les incertitudes du résultat de la prospection, il fut convenu que Claude Audet ne payerait aucune redevance pendant les 6 premières années et que le contrat tomberait de lui-même dans le cas où la Bouchasse ne livrerait pas de minerai ou qu'il ne serait pas de bonne qualité. Selon la coutume des Urtières en Maurienne et d'Alvar en Dauphiné, on décida que Claude Audet ferait les recherches à ses risques et périls, mais que s'il découvrait un filon, il lui appartiendrait, personne d'autre que lui n'étant autorisé à prospecter à la Bouchasse. Or, il se révéla que le minerai n'avait pas la qualité requise et que son exploitation n'était pas rentable. Au bout des 6 ans prévus par le contrat, l'homme d'affaires avait déjà renoncé à ses explorations minières. En revanche, le fourneau et le martinet avaient été construits. Alors il fallait bien les faire fonctionner. Il les fit fonctionner avec du minerai venu des Urtières, sans pour autant payer à l'abbaye les droits de coulée, puisque le contrat les avait liés à l'exploitation de la Bouchasse. Le coût du charbon de bois étant supérieur à celui du minerai, Audet avait tout avantage à transporter le minerai jusqu'à Tamier, où il avait à sa disposition les riches forêts de l'abbaye pour produire le combustible. Et il se pourrait fort. Je vais pas essayer quelque chose. Kif. Il se pourrait fort que cet homme d'affaires avisé ait signé le contrat d'albergement de prospection minière sans réelle intention d'exploiter le fer de la Bouchasse, mais uniquement pour pouvoir établir un grand fourneau à proximité des vastes forêts du monastère. Toujours est-il que Claude Audet et après lui son fils et son petit-fils, tous les deux prénommés Jean Guichard, ne payèrent jamais rien aux moines pour les coulées de métal réalisées dans leur grand fourneau de la gorge du Bar, puisqu'elles provenaient de minerais des Urtières et non pas de la Bouchasse. Alors je vous cite le texte. Ce qui a donné sujet aux révérends seigneurs abbés, prieurs et religieux de la dite abbaye de vouloir faire défense au dit maître Jean Guichard Audet de ne se plus servir de la dite eau du Nant du Bar pour l'usage du dit fourneau et artifice en dépendant. Aussitôt, l'industriel réclama à l'abbaye un contrat d'albergement en bonne et due forme pour pouvoir continuer à utiliser le cours d'eau.
Le contrat fut passé le 1er mai 1705, moyennant un droit d'introche de 100 florins et un servi annuel et perpétuel de 8 florins payable chaque année à la Saint-André. À quoi s'ajoutait comme redevance pour chaque coulée, selon les termes de l'époque, une charge de fer bon, beau et recevable à la façon et au choix des 10 seigneurs albergateurs, payable 8 jours après la fin de chaque coulée, bien entendu et ainsi convenu que, venant à faire 2 coulées chaque année, il sera tenu de payer 2 charges de fer, et que venant une ou plusieurs coulées à être interrompues par quelque accident, la continuation de la dite coulée qui s'en fera ne sera comptée que pour une coulée. Plutôt qu'une redevance en argent, l'abbé avait préféré recevoir du fer. Du fer bien utile pour l'achèvement du nouveau monastère qui était encore en travaux de construction, puisque vous savez que l'abbaye a été reconstruite en 1677, à partir de 1677. Le 2 août 1741, l'abbé Jean-Baptiste Maniglier, qui était un neveu de Jeanne Audet, de la famille qui exploitait l'établissement métallurgique de Tamier, vendit pour 6 000 livres une coupe de bois à son cousin Joseph Audet dans la forêt des Abérages de Montrion sur le territoire de la paroisse de Septenay. La transaction fut réalisée par le procureur de l'abbaye, le père Jean-Jacques Bourbon. Joseph Audet versa 1 000 livres. Le solde devait se faire par versement annuel de 300 livres, car il était convenu que la coupe de bois s'étendrait sur une durée de 50 ans. Mais Joseph Audet, né au Martinet de la Gorge du Bar en 1690, n'était plus guère intéressé par l'activité métallurgique, ayant opté pour la pratique du notariat à Faverges. Il mourut en 1747. Son fils Joseph Philibert, qui avait acheté en 1740 la charge de châtelain de Faverges, avait épousé Marie-Thérèse Favre, dont le frère François fut anobli en 1748 et titré marquis de Tône en 1767. Leur fils, Charles Audet, eut pour parrain le marquis de Faverges et pour marraine la comtesse de Montaut-du-Barriau. Vous voyez qu'on n'était plus dans la métallurgie. En 1749, Joseph Philibert Audet décida de mettre en vente l'entreprise métallurgique dont les bâtiments venaient d'être endommagés par un incendie. Aussitôt, l'abbé de Tamier se porta acquéreur dans l'intention que la production du fer soit relancée par les moines eux-mêmes. L'acte fut passé le 29 mars 1749. Joseph Philibert Audet vendit à la communauté, représentée par Révérendissime Seigneur Don Jean-Baptiste Maniglier, abbé, Révérend Don Jean-Jacques Bourbon, religieux, président et procureur, et Révérend Don Gérard Chapuis, aussi religieux et président, tous les biens, prés, terres, bois, broussailles, maisons, granges et autres édifices qu'il possède dès la Martinette à Bally, par de Faverges, Issel comprise, consistant le tout en une maison habitable, grange, un étau, j'ai jamais pu savoir ce que c'était qu'un étau, un étau nouvellement incendié, n'y ayant que les murs, un autre étau appuyé sur des colonnes, un fourneau à faire couler le fer, 2 forges à forger avec leurs maillots et dames, chenaux, chevalets, roues, rouets et autres ustensiles et meubles qui en dépendent, de même que tous les outils servant à l'usage de la dite fabrique tels que s'en sert le dit maître Audet, le tout en pauvre état. Un petit bâtiment au-dessus du dit fourneau presque détruit, n'y ayant point de couvert.
un moulin tournant en médiocre valeur, tant pour les murs que pour le couvert, un foulon entièrement détruit, avec des 10 édifices, leurs cours d'eau, tournes, placéages, passages, entrées, sorties, appartenances et dépendances. Alors, vous ne le verrez pas sur la photo, mais si vous allez vous promener à Tamier, on peut encore voir le tracé du bief qui apportait l'eau à cet établissement métallurgique. La prise d'eau se faisait au niveau du pont des Caillets. Le minerai que travaillait l'entreprise Audet provenait des Urtières. La vente concernait également une place servant d'entrepôt pour les mines de fer situées à la Croix des Fosses de Saint-Georges-d'Urtière. Il y avait bien sûr à la source de l'approvisionnement un emplacement qui faisait partie de l'entreprise. Enfin, le combustible étant le charbon de bois fabriqué dans les forêts de Septenay, la vente comprenait aussi la coupe des bois noirs et blancs de la forêt appelée les Abérages de Montrion, que Don Maniglier avait vendu à Joseph Audet 8 ans auparavant. Tamier acheta le tout moyennant 15 000 livres de Savoie et 200 livres d'épingles. Les livres d'épingles, en gros, c'est les frais de notaire, on dirait aujourd'hui. La plupart de ces biens étaient du fief de l'abbaye, et la famille Audet en avait eu l'usage en vertu de l'albergement que don François-Nicolas Dride lui avait consenti en 1641. Il ne s'agissait donc pas d'une acquisition à proprement parler, mais de la réunion du domaine utile au domaine réel de l'abbaye. Et c'est pourquoi l'abbé Maniglier demanda une exemption des droits afférents à cette transaction immobilière. En fait, ce n'était pas un achat, ce qui lui fut accordé le 20 septembre 1753. Il demanda aussi l'exonération de l'impôt foncier sur ce bien. Alors que les anciennes possessions foncières de l'Église n'étaient pas imposables, il avait été décidé, lors de l'établissement du cadastre, que tous les biens ecclésiastiques acquis après 1584 seraient désormais soumis à l'impôt. Tamier fit valoir que l'opération réalisée en 1749 n'était pas vraiment une acquisition, l'abbaye ne faisant que récupérer un bien qui lui appartenait avant 1584, mais qu'elle avait ensuite albergé tout en conservant sa propriété éminente selon le principe même de l'albergement. L'argumentation fut convaincante et Charles-Emmanuel III accepta d'exonérer d'impôts fonciers l'établissement métallurgique de Tamier. Les moines n'avaient pas manqué de faire valoir que les martinets et édifices susdits étant entre leurs mains, il serait plus facile de les maintenir avec avantage du commerce et du public, et d'empêcher la détérioration des bois. Malgré le mauvais état des équipements et les gros travaux de rénovation nécessaires, Tamier poursuivit aussitôt la production du fer. En 1750, le procureur, le père Jean-Jacques Bourbon, passa un contrat avec les habitants de Montailleur pour voiturer 400 douzaines de bennes de minerai depuis la Croix des Fosses dans les Urtières jusqu'à l'entrepôt de la Chagne à Montailleur au bord de l'Isère. L'année suivante, le sous-procureur, le père Bernard Desmaisons, convainc avec 2 bateliers du port de Grésy de 4 sols pour chaque douzaine de bennes transportées. On imagine mal aujourd'hui qu'il y avait de la navigation sur l'Isère et que Grenoble était un grand port avec plein de bateaux amarrés le long des quais. S'il est vrai qu'au début de son exploitation par les moines, l'entreprise métallurgique ne dégageait guère de bénéfices en raison des gros investissements qu'il avait fallu faire pour sa remise en état, elle avait néanmoins une activité produisant 200 charges de fer par an, ce qui représentait un modeste chiffre d'affaires de 6 400 livres, sur lequel restait un petit bénéfice de 400 livres. Une fois les investissements amortis, l'affaire devint très rentable.
Son activité fut stimulée en août 1763 par une grosse commande du service des salines de Moutier, portant sur 110 plaques de fer et 2 plaques de fonte. En 1765, dans une lettre du 11 avril, le père abbé expliquait à l'archevêque de Tarentège que le grand fourneau avait été mis à feu le 28 janvier. Il consommait chaque jour 60 charges de charbon de bois et 44 quintaux de minerais dont l'acheminement était assuré par des mulets. Malheureusement, sur les 11 mulets affectés à ce transport, 3 avaient péri, de sorte que les 8 bêtes de somme disponibles étaient astreintes à un rythme de travail soutenu pour, évidemment, que le grand fourneau ne manque ni de combustible ni de minerais. Le grand fourneau était à feu durant 6 mois, tous les 2 ans, période durant laquelle il occupait 14 ouvriers. La gueuse qu'il produisait était réduite en fer dans 2 grosses forges. 2 martinets permettaient de travailler le métal pour produire des outils agricoles ou des cercles de tonneaux. La production annuelle moyenne était passée à 1032 quintaux de fer pour une valeur de 25 800 livres de Piémont. En avril 1771, le doyen et les chanoines de la collégiale Notre-Dame de Liesse à Annecy décidèrent de refaire la façade de l'immeuble qui abritait à la fois l'hôpital de Notre-Dame et le conseil de ville. Ce dernier participa au financement des travaux puisque le bâtiment était de fait l'hôtel de ville d'Annecy. La nouvelle façade fut conçue par l'architecte Jean-Antoine Chevalet. Le double escalier et le perron donnant accès à la salle où se réunissait le conseil furent ornés d'un magnifique garde-corps en fer forgé, que je pense vous connaissez tous. Il fut dessiné en novembre 1771 par l'architecte Queneau, qui ne manqua pas d'y inclure la truite du blason d'Annecy. Le travail fut réalisé avec un fer de qualité que le maître serrurier Jean Balédier avait voulu se procurer auprès des forges de Tamier. À la fin du XVIIIe siècle, Tamier renonça à produire de la fonte. L'abbaye éteignit son grand fourneau et cessa conséquemment d'exploiter la mine des Hurtières. Dès lors, les moines achetèrent le minéral tout préparé, comme on disait, autrement dit la gueuse nécessaire au fonctionnement de leur forge. En 1792, la forge de Tamier en détenait un stock de 3 549 quintaux et 32 livres. Sous la Révolution, l'activité métallurgique à Bellevaux, Haillons et Tamier fut confiée par la nation à 2 hommes d'affaires, les frères Desbois, avec mission de produire des armes. Dans sa séance du 25 septembre 1793, le conseil départemental du Mont-Blanc autorisa le citoyen Desbois le Jeune à envoyer ses ouvriers aux usines d'Haillons, Tamier et Bellevaux et à leur donner des occupations conformes à l'entreprise dont le citoyen Desbois l'aîné a été chargé dans le département. Le même jour, considérant qu'il est de la plus grande urgence d'organiser la régie centrale des usines nationales de ce département et qu'il doit entrer dans cette organisation un régisseur principal, un contrôleur, 2 commis et un payeur, le Conseil nomma régisseur principal le citoyen Hénard Gaviot, employé aux salines de Conflans, et contrôleur le citoyen Pierre Bertrand, secrétaire commis de l'administration du district. Il repoussa à plus tard la nomination du payeur et laissa le choix des 2 commis à la discrétion du régisseur principal. Mais peu après, l'administration départementale recevait une proposition émanant de 3 spéculateurs associés.
Antoine Marguet de Besançon, Jacques Bel de Lyon et Nicolas Guillemin. Ils souhaitaient un bail de 12 ans pour exploiter ces usines. Leur objectif était de créer une manufacture de baïonnettes destinée à répondre aux besoins de la défense nationale. Le métal devait être fondu dans les Bauges en utilisant les équipements laissés par les moines. Les baïonnettes seraient forgées à cran grâce à un martinet actionné par les eaux du Thiou et les finitions se feraient dans l'ancien monastère des cisterciennes de Bonlieu à Annecy. Pour fondre le minerai, on utiliserait comme combustible de la houille récemment découverte à Montmain. Marguet et ses associés bénéficiaient de l'appui de Philibert Simon, député de la Convention originaire de Rumilly. C'est ce qui leur permit d'obtenir du département, le 27 décembre 1793, l'acceptation de leur cautionnement pour une valeur de 200 000 livres. On leur remit à titre provisoire les forges et bâtiments qui servent aux usines, toutes les terres, bâtiments, bestiaux, meubles, outils et instruments, tant d'agriculture qu'autres, qui sont jugés nécessaires et utiles à l'exploitation des mines et à l'entretien des ouvriers, et même l'appartement dit des étrangers atamiers, c'est-à-dire l'aile nord du monastère. Dans l'immédiat, il était demandé aux 3 associés de fabriquer 50 quintaux de clous divers, dont la moitié en clous pour ferrer les chevaux, et plus de 50 quintaux de fer à tenir à la disposition du district de Cluses. Le 8 janvier 1794, il fut convenu que chacune des 3 usines devrait faire une coulée de 6 mois tous les 3 ans. Mais l'établissement d'un plan d'exploitation des forêts, pourtant indispensable, fut différé. Et là, écoutez bien, quant au bail accordé au citoyen Marguet, 1 an et demi après que ce dernier fut entré en jouissance de l'entreprise, il n'avait toujours pas été signé. Et la caution n'avait jamais été déposée. Une fois maître des usines, Marguet se contenta de les faire fonctionner en utilisant le stock de gueuses, de fer et de charbon de bois laissés par les moines. Donc, une entreprise qui produit sans avoir à payer ni la matière première ni l'énergie, facile, hein? Bien sûr. Pour la seule coulée qu'il réalisa, il en a quand même fait une, il utilisa le fourneau de Bellevaux, puis il travailla le métal obtenu avec les martinets d'Aillon. Or, ces équipements nécessitaient d'importantes réparations. Il les fit effectuer pour un montant de 4 673 livres, dont il présenta la facture au département, qui n'avait pas même été consulté pour entreprendre ces travaux. Les débuts de l'entreprise parurent prometteurs. Au commencement de l'année 1795, elle employait 250 personnes et pouvait se prévaloir d'une production de 8000 baïonnettes. Mais très vite, les autorités se plaignirent que la manufacture d'armes fournissait peu aux besoins de la République, produisant beaucoup d'outils étrangers à sa mission. Pour Marguet, en effet, il était plus rentable de fabriquer des outils agricoles qu'il commercialisait à Genève et en Suisse. En juillet 1795, le directoire du département ouvrit les yeux. Il reconnut que toutes les conventions qu'il avait passées avec Marguet étaient irrégulières et renonça à signer avec lui un bail qui, de toute évidence, aurait été préjudiciable aux intérêts de la nation, d'autant que le bail prévu n'était pas en conformité avec la loi. C'est intéressant de voir les réflexions qu'ils ont faites à cette époque-là. Ce bail serait très pernicieux. L'on peut même ajouter qu'il aurait donné lieu à une espèce d'accaparement des fers provenant des 3 usines
qui se seraient trouvés au pouvoir de la même compagnie, qui en aurait ainsi fixé le prix à son gré et aurait même pu en priver le district, le département et même les départements environnants par la vente à l'étranger. La ruine des usines aurait été d'autant plus accélérée que les incensataires auraient eu la faculté d'y faire découler de 6 mois chaque 3 ans, tandis que, suivant l'usage et la capacité des forêts, ces coulées ne doivent avoir lieu quant à l'usine de Tamier que tous les 4 ans et quant à celle de Bellevaux que tous les 6 ou 7 ans. Au lieu de louer les usines des Bauges à Marguet, on avait pensé un instant les lui vendre. Mais on avait là aussi fait la réflexion que leur vente priverait infailliblement les générations futures des ressources que ces établissements ont fournies jusqu'à présent. Les acquéreurs n'auraient pas, sans doute, toutes les modérations qu'on pourrait en exiger. Ils seraient les maîtres du prix de leurs fers, de les retenir pour attendre le moment où une pénurie qu'ils pourraient faire naître favoriserait la vente des leurs à un prix excessif. L'industrie des ouvriers des Bauges dans la fabrication des clous serait compromise ou anéantie. L'agriculture et les artisans manqueraient de matières premières toutes les fois que les spéculations des propriétaires voudraient les en priver. Et de conclure, alors, où j'en suis moi? Voilà. Il n'y a qu'à suivre la marche tracée et connue des ci-devant propriétaires. Et 2 sujets, aptes et probes, peuvent suffire dans chaque usine pour, à l'instar des maisons religieuses, les faire prospérer, sans que l'on ait à craindre des dilapidations telles que celles qu'on peut déplorer à la verrerie de Torrent, que vous voyez ici à Usillon. Le directoire du département insista sur le fait qu'il convenait de laisser avec les usines non seulement les forêts qui en dépendent, mais encore la partie des biens ruraux nécessaires soit pour fournir les denrées indispensables pour l'exploitation, qu'il ne serait pas facile de se procurer ailleurs, soit pour entretenir des mulets destinés à voiturer les charbons, les minerais et les fers. Les autorités départementales revinrent à l'idée que la meilleure solution était de mettre en régie les usines sur le modèle des salines de Tarentaise. Non seulement il n'était plus question de signer un bail avec Marguet, mais un préposé de l'Agence nationale des domaines, assisté d'un officier municipal, se rendrait à Haillons, Bellevaux et Tamier pour constater ce qu'étaient devenus les biens appartenant à la nation, tels le charbon de bois, la gueuse, le fer et le fer travaillé, ainsi que l'outillage, les instruments aratoires, les denrées et le bétail, qui se trouvaient dans les usines quand elles avaient été confiées à Marguet. À la forge de Tamier, il restait tout au plus 7 à 8 quintaux de gueuse, alors qu'en juin 1792, il y en avait près de 3550 quintaux. Au fourneau de Bellevaux et au martinet d'Haillons, l'agent des domaines examinerait la teneur des travaux effectués pour en obtenir, le cas échéant, le remboursement par Marguet et ses associés. Enfin, ceux-ci devaient verser à compte du prix des objets dont ils sont comptables la somme de 200 000 livres, savoir 20 000 livres dans la caisse du receveur des domaines au bureau de Faverges et 90 000 livres dans chacune des caisses des receveurs au bureau de Saint-Pierre d'Albigny et du Châtelard. L'aventure de spéculation industrielle dans laquelle s'étaient lancés Marguet, Belle et Guillemin tourna court, mais elle leur avait fait gagner beaucoup d'argent. D'une part, leur production de fer avait été réalisée grâce à un stock de minerais et de combustible qui ne leur avait rien coûté. D'autre part, ils avaient vendu aux enchères le bois des forêts
pour produire le charbon nécessaire aux fourneaux et aux forges du département de l'Isère. À Tamier, où toute activité cessa, les forêts avaient été dévastées par une exploitation effrénée. L'ingénieur chambérien Jean-François Albani-Beaumont put en faire le triste constat. Plus de 100 ouvriers étaient employés à couper les arbres de ces belles forêts et à le métamorphoser en charbon, qui était transporté à dos de mulet jusqu'au bord de l'Isère, où on l'embarquait ensuite pour Grenoble. Ces forêts n'existent plus maintenant. 8 années ont suffi pour leur entière destruction. Ces majestueuses forêts, fruits de tant de siècles, qui, sous une sage administration, auraient suffi à alimenter pendant un grand nombre d'années les fonderies établies par les religieux de Tamier, ont disparu en moins de 8 années. Il fallut attendre 1813 pour que Marguet se libère définitivement de ce qu'il devait à l'administration des domaines par un versement de 37 298 francs et 30 centimes, alors que dans la réalité, il était encore débiteur envers elle de plus de 100 000 francs. Après la gestion désastreuse de Marguet, l'usine nationale de Tamier fut confiée à Joseph Biron, un négociant chambérien qui exploitait les ardoisières de Sauvin. En 1802, Joseph Biron fit l'achat d'une coupe de bois dans la forêt nationale de Tamier, au-dessus de l'abbaye. Le 8 mars 1803, il passa pour une durée de 12 ans une convention avec l'avocat Pierre-Antoine Rivet de Tournon, l'affairiste qui était devenu propriétaire du monastère. Rivet mettait à sa disposition le bâtiment des écuries, l'aile nord de l'abbaye et l'église, ainsi que le jardin. De plus, il s'engageait à tenir ou faire tenir à Tamier, dans les bâtiments qu'il possède, la quantité de 16 mulets propres au travail et 4 muletiers pour les soigner et conduire. Les 10 mulets et muletiers y seront constamment chaque jour à la disposition du dit Biron et de ses gens, sauf les jours de dimanche et de fêtes usitées. Et ils seront employés au transport des approvisionnements nécessaires à l'établissement que les dits Biron et compagnie se proposent de faire à Tamier, tels que minerais, fonte, gueuse, fer, charbon, bois et autres. Les 10 mulets et muletiers devront être en activité de service 10 heures au moins par jour, et la charge de chaque mulet n'excédera pas le poids ordinaire et d'usage aux usines de Tamier. La nourriture et entretien des mulets et muletiers sont et restent à la charge du dit Rivet, qui doit tout fournir pour les rendre aptes au travail, et Biron ne fournira que les sacs et saches nécessaires et rien de plus, et les bas seront, suivant l'usage, différents pour voiturer les charbons que pour les minerais et fer. En contrepartie, évidemment, Rivet demandait la somme d'1 livre 7 sols tournois par jour de travail pour chaque mulet, et de plus chaque année, pour 4 mulets, une charge de fer du poids ordinaire, soit 4 charges pour les 16 mulets. Il mettait aussi à disposition de la société Biron les moulins de Tamier, moyennant une cens annuelle identique à celle que payait alors le meunier. Pour sa part, Biron s'engageait à payer par anticipation la somme de 4 700 francs, correspondant à la première annuité pour la mise à disposition des bâtiments et le service des mulets. Le 26 novembre 1804, à Tournon, Joseph Biron signa une autre convention avec Pierre-Antoine Rivet qui s'engageait à lui transporter jusqu'aux usines nationales de Tamier 300 douzaines de charges de minerai de fer et tout le charbon provenant de la coupe de bois qu'il avait acquise en 1802. Rivet y affecterait 8 mulets qui feraient autant que possible 3 voyages par jour pour un prix convenu de 4 868 francs.
Cette somme, Biron devait la verser directement aux citoyens du port en remboursement d'une dette que Rivet avait envers celui-ci. Biron versa la somme, en remit la quittance à Rivet, Rivet qui ne fit transporter que 50 douzaines de charges de minerais au lieu des 300 convenus. Joseph Biron ayant programmé une coulée de métal pour le mois de juin 1805, se trouvait mis dans l'impossibilité de la réaliser, alors que pour en faire les préparatifs, il avait dû emprunter de l'argent. D'autre part, le charbon produit s'accumulait dans la forêt. Il se détériorait et les charbonniers n'avaient plus la place nécessaire pour continuer leur travail. L'entrepreneur estimait le dommage subi à un minimum de 20 000 francs, sans compter l'atteinte portée à sa crédibilité, puisqu'il était mis dans l'incapacité d'honorer une importante commande de fer. C'était un tort irréparable porté à son entreprise. Il fit assigner Rivet en justice. Celui-ci proposa une conciliation, mais Biron la refusa en estimant qu'il s'agissait d'un fou fuyant. Alors finalement, le 3 août 1805, Rivet dut s'engager à assurer la totalité du transport dans un délai d'1 mois, afin de permettre la mise à feu du haut-fourneau et payer 2500 livres de dommages et intérêts. L'activité de la société Biron et compagnie à Tamier ne dura guère. L'État, qui ne s'embarrassait plus de considérations sur les mécanismes de l'économie et leurs conséquences sur les populations locales, décida de se défaire des usines nationales de Tamier. C'est ainsi que le 7 décembre 1810, les forges furent vendues à un homme d'affaires grenoblois, le citoyen Antoine Clay. Celui-ci découvrit un gisement de fer à la Sambuie, à 2000 mètres d'altitude. Sans autorisation, il l'exploita en creusant une galerie qui se développait sur 300 mètres, ce qui, comme vous l'imaginez bien, finit par lui valoir des ennuis avec la justice. Cette galerie suivait un filon de limonite stratifié en couches d'à peu près 5 cm d'épaisseur, ou bien parfois amassé en poche. Le haut-fourneau de Tamier reprit de l'activité, tandis que la roue hydraulique du martinet actionnait les 2 marteaux servant à la fabrication d'outils pour les cultivateurs. À dire vrai, cette production fut très limitée, car le propriétaire aimait mieux vendre sa fonte dans l'Isère plutôt que de la convertir en fer, de sorte que la forge et les martinets étaient le plus souvent à l'arrêt. L'entreprise comprenait le haut-fourneau, une grande forge à affiner la fonte et la réduire en fer ou en acier, une petite forge pour travailler le fer, 4 magasins à charbon pouvant contenir environ 5000 charges de mules, des magasins pour les matières fabriquées, des emplacements spacieux pour entreposer le minerai, les logements des ouvriers travaillant aux forges et aux fourneaux, une grange et 2 écuries assez vastes destinées aux mulets, une maison de maître où se trouvait également le logement des commis, composé de plusieurs pièces au rez-de-chaussée et de 8 au premier étage, c'est toujours l'aile nord du monastère, un beau jardin clos de murs, 21 hectares de champs et de prés fournissant le fourrage nécessaire aux mulets, affectés au transport de la fabrique, et bien sûr plusieurs forêts plantées de hêtres ou de sapins. À quoi s'ajoutait le domaine de Tournon, composé de maisons, granges, écuries, hangars, celliers, caves, pressoirs, cuves et tonneaux, jardins, vergers et 27 hectares de prés et de vignes d'un très grand rapport. Outre l'abbaye et le grand cellier de Tournon, l'entreprise disposait encore du château de Tournon. Pour partie, il servait de maison de maître. Le reste de la noble demeure était utilisé pour le stockage du minerai des Hurtières avant qu'il soit monté jusqu'à l'usine de Tamier, le col de Tamier est en haut à gauche, là-haut, ou pour stocker la fonte produite à Tamier avant son expédition vers les aciéries de Rives et de Voiron.
En moins de 3 ans, l'entreprise Clay Père et Fils fit faillite. Le dimanche 3 octobre 1813, dans l'étude de maître Châtelain, notaire à Faverges, elle fut mise en vente aux enchères publiques. Elle fut acquise pour 24 900 francs par l'avocat Pierre-Antoine Rivet. Mais celui-ci se trouva dans l'impossibilité de relancer l'affaire en raison des événements qui survinrent alors, la chute de Napoléon et l'écroulement de l'Empire. Et là, vous voyez une chose rare, une carte extraordinaire, c'est la carte du département du Fier. Le traité de Paris du 30 mai 1814 procéda à un étrange découpage. Il restitua au roi de Sardaigne le Chablais, le Faucigny, la Tarentaise, la Maurienne, le Val d'Arly, le Beaufortin et la Comte de Savoie. Mais le Genevois et la Savoie propre restèrent à la France, en conservant l'appellation usuelle de département du Mont-Blanc, alors que le Mont-Blanc n'en faisait plus partie, mais ce département lui avait donné un nom officiel, comme vous pouvez peut-être le lire sur la légende de la carte en bas à droite, le département du Fier, nom qui n'a en fait jamais été utilisé. Du côté sarde, ça aussi c'est très amusant, du côté sarde, le Val d'Arly, le Beaufortin et la Comte de Savoie constituèrent une nouvelle province qui fut appelée la Haute-Savoie, dont la capitale fut fixée à Conflans. Cette bourgade fut promue au rang de capitale du duché de Savoie, accueillant dans ses murs le gouverneur, l'intendant général et le Sénat. La frontière franco-sarde, vous la voyez là tout le long, et ici, là, elle passait très exactement, la frontière franco-sarde passait au col de Tamier. Alors, du coup, le haut fourneau de Pierre-Antoine Rivet à Tamier était en France, mais sa source maurianaise d'approvisionnement en minerai de fer, aux Urtières, se trouvait dans le royaume de Sardaigne. L'industriel, en effet, avait renoncé au minerai de la Sambuie, qui était d'exploitation trop difficile, peu rentable et en plus illégale. Alors, le 20 janvier 1815, il écrivait au préfet du Mont-Blanc à Chambéry « Les événements politiques de l'année dernière et les entraves que j'éprouve de la part des douaniers piémontais m'ont empêché jusqu'ici et m'empêchent encore de remettre en activité l'usine de Tamier. On ne veut pas me laisser sortir le minerai de la Savoie. J'ai tenté une seule fois d'en sortir dans le courant de novembre. Tous mes mulets ont été saisis. » Cette situation ne dura guère. Après les 100 jours et la défaite définitive de Napoléon à Waterloo, un second traité de Paris, signé le 20 novembre 1815, rendit l'intégralité de la Savoie à la Sardaigne. Alors Rivet put remettre en activité le haut fourneau de Tamier en le faisant fonctionner avec le minerai provenant de Saint-Georges d'Urtières. Mais il utilisait aussi du minerai d'Alvar et du minerai de Cuva. Oui, vous savez qu'au-dessus de Pringil, il y a un village qui s'appelle Ferrières, c'est pas pour rien. Hein. Une partie de la gueuse produite était destinée à la forge Cabot de Cran. Puis, à partir de 1817, à l'usine Frère Jean qui lui succéda. C'est ainsi que le 10 mai 1819, le 10 mai 1819, Rivet vendit à Frère Jean, père et fils, 700 quintaux de fonte au prix de 12 francs et 75 centimes le quintal. Le 24 mai 1824, Pierre-Antoine Rivet vendit l'usine de Tamier avec tous les biens qu'il possédait dans la région
à 3 hommes d'affaires associés qu'on eût tôt fait d'appeler localement la bande noire. Il s'agissait de 3 Français originaires de la Drôme, Aristide Giraud, qui fut président de la Chambre de commerce de Romans, Joseph Bélier, négociant à Charpey, et François Poncet, négociant à Beaumont. Or, 4 mois plus tôt, le 15 janvier, Rivet avait passé un bail avec les frères Joseph-Marie et Jean Balédier d'Annecy pour l'exploitation des forges de tamier. Dans l'acte de vente signé avec Aristide Giraud, il se réserva les 2 premières annuités de ce bail, la première se montant à 12 475 livres et la seconde à 7 750 livres. À Tamier, les frères Balédier fabriquaient des ustensiles de ménage en fonte moulée, qui leur valurent une médaille de bronze à l'exposition de Turin de 1829. Dans le haut fourneau en briques d'une hauteur de 8 mètres, ils traitaient du minerai de fer hydraté de Cuva, qui donnait de la fonte grise, et du minerai de fer spatique des Urtières, qui donnait de la fonte blanche. Le minerai était mélangé à une certaine proportion de scorie provenant de l'affinage de la fonte. Le fourneau était mis en chauffe par un feu continu de 7 à 8 jours, attisé par le courant d'air que fournissaient 2 trompes de 5 mètres de hauteur et de 25 cm de diamètre. La charge de minerai était de 7 à 8 quintaux. Le fourneau restait à feu pendant toute la campagne qui durait de 3 à 4 mois par an. On le remplissait constamment de minerai et de combustible que l'on introduisait par le gueulard alternativement et à mesure que le minerai se réduisait. Les lingots produits avaient une forme semi-cylindrique de 70 cm de long et 15 cm de diamètre. Le fonctionnement du fourneau nécessitait 6 ouvriers. Leur poste était de 6 heures, ils ne travaillaient que 3 à la fois, de sorte qu'ils se relayaient 4 fois dans les 24 heures. Le combustible employé était du charbon de bois de Fayard avec un peu de charbon de bois de sapin. La fonte était ensuite affinée à la forge selon la méthode comtoise. Bientôt, les frères Balédier abandonnèrent le charbon de bois pour utiliser du charbon fossile, du lignite extrait à Saint-Joriot et de l'anthracite à Arrache. En 1829, les forges de Tamier employaient 102 ouvriers, dont 7 fondeurs et 5 forgerons payés 3 francs par jour, 12 mineurs, 13 voituriers et muletiers payés 1 franc 50 et 50 charbonniers payés 2 francs par charge. En 1831, les frères Balédier quittèrent Tamier pour créer une fonderie aux portes de Gênes à Sampierre d'Arena, où ils utilisèrent le minerai de l'île d'Elbe et le charbon de Campo Ligure. Les plans de l'usine avaient été dessinés par l'architecte annécien Ruffi. Premier établissement métallurgique de Ligurie, l'établissement des frères Balédier orienta sa production vers le secteur ferroviaire et connut un beau développement, atteignant un effectif de 400 ouvriers en 1890. Une seconde usine fut créée à Cogoletto, entre Gênes et Savone, pour produire des tuyaux en acier soudé. À la tête de l'entreprise, Louis Balédier, fils aîné de Joseph-Marie, se révéla un industriel particulièrement dynamique et sensible aux questions sociales. Il devint maire de Sampierre d'Arena, qui a donné son nom à l'une de ses rues. Après sa mort en 1890, l'entreprise connut de graves difficultés et finit par être absorbée en 1908 par la puissance
la puissante société Ansaldo, produisant des canons, des locomotives et des navires. À Tamier, Giraud, Bélier et Poncet ne remplacèrent pas les frères Balédier. Le 17 juin 1837, ils vendirent l'établissement au maître de forge Benoît Frère Jean. Celui-ci était à la tête de la manufacture royale des forges de Cran, l'importante usine en plein essor que sa famille avait développée à partir de la forge Cabot, mettant à profit les chutes du Thioux, juste en amont de son embouchure dans le Fier. Le 31 octobre 1838, Frère Jean obtint l'autorisation de transférer à Cran l'exploitation du Haut-Fourneau des Moines. Ce fut l'arrêt définitif de l'activité métallurgique à Tamier. Je trouve cette illustration absolument magnifique. Les démarches qui avaient précédé cette autorisation réclamée par Frère Jean nous ont valu ce magnifique dessin du Haut-Fourneau de Tamier, dessin qui fut visé et timbré par l'administration sarde le 21 novembre 1837. Je trouve que c'est peut-être le document le plus parlant que l'on puisse avoir sur la métallurgie en Savoie au début du XIXe siècle. Eh bien voilà, je vous remercie de votre attention.